Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du film Superman réalisé par James Gunn et sorti le 9 juillet 2025. Contre toute attente, ce podcast n'était pas censé sortir aussi rapidement, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, il fallait que je dise mon avis sur ce film qui a été un véritable désastre. C'était horrible, une séance où j'ai littéralement perdu mon temps et mon argent. J'y suis allé avec une bande d'amis, c'était vraiment pas prévu, j'avais vraiment pas envie d'y aller au vu de la bande-annonce qu'on nous avait proposée pendant tout ce temps. Je n'ai vu qu'une seule bande-annonce, maintenant je me refuse catégoriquement de voir tout trailer, toute bande-annonce liée à un film qui pourrait potentiellement me plaire, parce que maintenant toutes les bandes-annonces spoilent complètement l'intrigue d'un film, et c'était sans surprise. L'un de mes meilleurs potes Dorian Iron Costume, pendant tout le film j'ai pas arrêté de le regarder avec une espèce de dépit, de frustration et avec un soupçon de haine en me disant bon sang, on a attendu tout ce temps, toute une réforme de l'univers de DC pour qu'on nous ponde cette daube. Et c'était littéralement une honte, parce que je m'attendais au moins à un tout petit peu de saveur, une petite touche un peu personnelle, un niveau encore plus élevé qu'on a pu avoir entre les films Batman vs Superman ou Man of Steel, mais absolument rien, le dégoût total, c'était une purge à l'état pur. Donc avant de commencer le contenu complet de ce podcast, je tiens à préciser que il y aura énormément de spoilers. Je vais littéralement vous faire tout le film en exploitant chaque détail. Vu que je l'ai vu hier, les éléments sont encore frais, mais à n'en pas douter, c'est ce que j'appelle un film fast-food. C'est vite mangé, vite oublié. Ce film ne sera pas retenu dans les années qui viennent. Man of Steel et Batman vs Superman sont sortis il y a presque 10 ans maintenant, et ils sont encore d'actualité, ils ont encore cette puissance de divertissement qu'on n'avait pas depuis longtemps en termes de super-héros, mais là, je ne donne pas 2-3 ans à ce film. Donc je tiens encore à préciser, ce podcast est full spoil, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez le voir, eh bien écoutez, allez-y. Si vous êtes prêt à entendre plutôt mon podcast avec son avis et absolument toutes les scènes qui seront exploitées, à ce moment-là, restez et vous aurez peut-être un avis qui sera partagé au mien, et au pire des cas, il ne sera pas partagé, et c'est encore plus intéressant parce que j'aime à entendre les critiques de chacun. J'ai entendu toute forme de critique, mais la majorité l'emporte sur la qualité assez, on va dire... assez nul, on va dire les termes, vraiment nul, très très nul. Donc on commence aujourd'hui, 3, 2, 1, si vous n'êtes pas parti, c'est que vous êtes prêts. Donc, le film commence avec une scène en plein désert glacial, dans un pôle arctique, ou antarctique, peu importe, où on nous fait un petit texte pour nous présenter que les méta-humains sont arrivés, Superman est arrivé, voilà, on nous fait une petite chronologie, et là on voit Superman qui arrive, il atterrit en plein milieu de la glace, complètement sonné, démonté, et en mode PLS, un peu comme Yamcha dans Dragon Ball Z. C'est la première scène qu'on a vue dans les bandes annonces qui sont sorties. C'est vraiment on sent que là, on a affaire à un Superman qui s'est fait éclater la gueule. Bon, pourquoi pas, très bien. On va admettre ça. Et il commence à siffler, et on se doute qu'il appelle son chien Crypto, qui est censé être un chien extrêmement intelligent et très docile. Sauf que là, on tombe sur une espèce de clébard qui est insupportable au possible, qui veut juste jouer et s'amuser. Bon, on va mettre ça sur le côté familial, sur l'aspect du côté un peu humoristique. On retrouve encore la patte de James Gunn. Je fais juste un aparté pour dire que je ne suis pas du tout fan du style de James Gunn. Beaucoup de gens sont en mode oui, il est incroyable, c'est un super réalisateur, il nous a vendu Les Gardiens de la Galaxie comme un film incroyable.
Moi je vous avoue que les Gardiens de la Galaxie, le premier était bon, il était pas excellent, il était bon, il était sympa, mais les autres c'était nul. J'ai même pas vu le 3, ça m'intéresse pas parce que c'est presque du réchauffé. Beaucoup de gens m'ont dit oui, il est très émouvant avec Rocket, tout ça, mais honnêtement moi ça ne m'intéresse pas. Quand je vois un film de super-héros, c'est pour voir de la baston, c'est pour voir du suspense, c'est pas pour rigoler, ou alors rigoler à moindre mesure, mais je n'ai jamais été fan du style de James Gunn. Après, c'est mon avis personnel, peut-être que beaucoup qui m'écouteront ne seront pas d'avis sur le sujet, mais voilà, je suis pas fan du côté humoristique, mais c'est un DC, c'est Superman, bon, on va voir ce que ça donne. Donc il y a Krypto qui arrive et Superman lui demande vite emmène-moi à la maison, et on suppose que c'est la forteresse de solitude. Alors pour la forteresse de solitude, je tiens à préciser que j'ai trouvé le concept assez incroyable et très stylé, ces espèces de stalactites qui sortent du sol comme des comme je sais pas un cristal qui se développe hors de la glace. J'ai trouvé ça très très stylé. La porte géante qui s'ouvre avec le logo Superman, très stylé aussi, c'est plutôt sympathique. Donc on arrive et Superman se fait transporter par ces super robots, donc des robots majordomes. Et là, quand ils ont commencé un peu à discuter, parce que c'est des humanoïdes en fait, enfin des humanoïdes pas vraiment, c'est des robots très développés, avec une petite conscience vite fait, et ils disent qu'ils n'ont pas de conscience, qu'ils n'ont pas d'avis, mais c'est un peu éclaté aussi. Et ils ont été obligés de nous rappeler l'histoire de Superman. J'avais senti que les robots étaient là comme s'ils nous parlaient d'un manuel du super-héros, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait. Je pense que même ma mère, qui n'a aucune notion de l'univers de DC ou de Marvel, sait un minimum de choses sur Superman, que c'est un alien, qu'il a une cape rouge, qui sauve des gens et qui vient d'une planète, bon, peut-être qu'elle connaîtrait pas Krypton, mais comme beaucoup d'autres personnes. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on nous rappelle cela? C'était vraiment pas nécessaire. De la manière dont on nous l'a rappelé, c'était pas terrible. Donc passons. Donc pareil, les robots qui étaient un peu en mode gentil, tout ça, bon... D'accord, on sauve. Donc à un moment, il avait pas assez de pouvoir, et les robots lui mettent cette espèce de loupe géante qui lui permet d'amplifier sa régénération avec le soleil jaune. Voilà. D'ailleurs, pour votre information, pour celles et ceux qui ne le savent pas, un soleil rouge, c'est ce qui peut créer justement énormément de faiblesses chez Superman. Je vous invite à lire les comics Injustice ou bien d'autres références sur le sujet. Bref, c'était une petite information qui pourrait peut-être vous servir si vous voulez vous intéresser à l'univers. Donc il est régénéré, tout ça, il est genre à 80%, je sais pas pourquoi j'ai retenu ce chiffre, et il dit oui, vite, il faut que j'y aille, faut que j'y retourne. Bon, donc en fait, pour l'histoire, il était en plein combat avec le marteau de Bolarvi, enfin bref, un pays pas très loin de la Russie, voilà, tous ces pays de l'Est, où il y a eu un conflit apparemment, et ils voulaient libérer les Jarnapurniens, un truc comme ça je pense, j'ai pas trop bien retenu le nom, et donc il combat ce marteau bolarvien. Donc il repart au combat. Alors déjà on voit les scènes de vol, bon... ça m'a vite fait penser à la scène de Black Adam quand il vole en hyper vitesse et qu'on voit sa tête en gros plan. Ça, les plans, les gros plans sur les visages, j'ai trouvé qu'il y en avait trop, il y en avait beaucoup trop. Et pareil, les gros plans sur le S, j'ai trouvé que c'était pareil, tu le fais une fois, tu le fais pas tout le temps. Donc voilà, premier point, les plans qui étaient vraiment pas terribles. Donc on revient à Metropolis. Et c'est là qu'il y a un petit combat justement entre ce vilain, le marteau, dont on apprend qu'il est pas contrôlé, mais qu'il est téléguidé à distance par Lex Luthor. Donc pareil, on nous présente Lex Luthor avec Luthor Corp, exactement la même présentation. On nous présente en fait le petit générique de présentation Superman, vraiment Superman, hein. Et après Luthor Corp, comme si c'était voilà, deux personnages qu'il fallait étudier. Ce qui est un peu dommage parce que Luthor au final a été un bon personnage, mais on n'a pas eu vraiment de background à ce niveau-là. D'où la faiblesse un peu du développement de son personnage. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc,
Il revient sur Metropolis, donc il y a un combat, il se fait encore éclater la gueule. À un moment donné, il s'écrase par terre et t'as un gars qui gère un food truck, un indien, il vient le voir, il lui dit « Oui, Superman, tu nous avais aidé, tout ça, donc c'est à moi de t'aider. » Bon, d'accord, ok, super. Donc Superman est démonté, et donc voilà, le méchant s'en va, et il le laisse en piteux état. Donc là, Superman se remet en mode civil, il met son costume de Clark Kent, et là on voit qu'il est journaliste. Et là, c'est là qu'on va découvrir les personnages du Daily Planet. Alors, on découvre un Jimmy Olsen, c'était assez intéressant parce qu'on a eu un Jimmy Olsen dans Batman vs Superman, qui était un peu un agent de la CIA, mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, donc c'est un agent de la CIA, mais qui meurt en fait lamentablement. Et là, on voit le petit roux gentil photographe, et ça, c'était plutôt un bon clin d'œil en lien avec les comics de la première, des premières générations. Et on nous introduit le personnage de Lois Lane. Alors, on va dire un peu de mots sur cette actrice que je ne connais pas particulièrement, mais très mauvais jeu d'acteur, c'était pas terrible. Donc j'ai trouvé aussi qu'ils ont gardé Perry, le directeur du Daily Planet. À la base, Perry il est blanc et ils l'ont gardé noir. Alors moi j'ai trouvé que Laurence Fishburne en Perry avait beaucoup plus de classe que cet acteur. Donc bon, je me suis dit bon bah on va garder un peu les codes. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on va passer outre. Même si on le voit pas beaucoup au final, mais il a quand même un rôle important dans l'univers de DC. Donc on nous présente un peu les personnages, tout ça, qui ils sont, et ensuite il y a une scène qui vient entre Clark Kent et Lois Lane quand ils sont tous les deux dans leur appartement. Et c'est là que un débat s'ouvre entre les deux personnages. Il y a une espèce d'interview qui se passe entre Lois Lane et Superman, mais c'est un dictaphone qui est posé sur une table et on entend la voix de Superman, mais sous les traits de Clark Kent. Donc c'est comme s'il faisait une interview, mais sans caméra, sans rien. Donc ils sont tous les deux, c'est vraiment très cosy. Donc chacun exploite un peu les arguments pour lesquels, pourquoi Superman a-t-il décidé d'attaquer un pays pour lequel il n'a aucune notion géopolitique sur ce contexte. Et au final, le Superman, et c'est là que ça va devenir un personnage, pour ma part, un peu malaisant, c'est qu'il va commencer à s'énerver. Il va essayer de se justifier en disant que ses actes et ses gestes sont bons, mais qu'il est là pour sauver des gens, c'est son boulot. Et Lois Lane le confronte un peu en lui disant « Mais tu peux pas débarquer comme ça, sauver des gens sans au moins en prévenir, ou du moins comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire t'es un dieu, ok, mais tu peux pas te permettre ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. » Et c'est là un peu où on va revenir un peu sur les fondamentaux de Superman, c'est que dans certaines histoires, il voit le monde ou tout blanc ou tout noir, à la grande différence d'un personnage que j'aime beaucoup, qui est un peu son opposé, c'est Batman, qui comprend les choses de manière un peu plus complexe. C'est pas juste il y a des gentils, il y a des méchants. Non, il y a des choses pour lesquelles il y a besoin de temps et de réflexion, et que parfois, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait du chaos. Et pour qu'il y ait du chaos, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et c'est ça que je trouve beaucoup plus intéressant chez Batman, plutôt que chez Superman, qui est considéré depuis longtemps comme quelqu'un d'assez naïf. Voilà. Qui a vraiment un comportement d'enfant. Et c'est dommage parce que là, du coup, dans ce Superman, tu vois un personnage qui est littéralement un dieu, qui commence à s'énerver contre sa copine, et qui perd son sang-froid juste parce qu'il a envie de se justifier. Un peu comme un gamin qui est en face de sa mère, qui a besoin de se justifier de quelque chose. Donc ils essayent de passer sur un autre sujet, et plus la conversation prend, plus ça prend une proportion un tout petit peu chaotique. Et à un moment donné, il y a cette scène où là j'ai commencé à prendre mon visage avec mes mains, où Lois Lane débarrasse ses assiettes, elle va dans la cuisine, et elle sort une phrase, elle dit « Je savais que ça ne fonctionnerait pas ». Et Clark Kent, du coup, il dit « Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui aurait pas pu marcher ?» Et elle sort cette phrase, c'est le fait qu'on soit en couple tous les deux. Ah, même toute la salle a commencé à faire « Oh !» Et en fait, c'était un peu
c'était un peu de la romance qui n'a servi strictement rien et qui n'apporte aucune substance à l'univers. Et j'ai trouvé ce message pas anodin. Après, c'est mon avis personnel, mais comme vous devez le savoir, et ça c'est un sujet que j'essaye d'exploiter ou que j'essaye d'argumenter dans mes prochains podcasts, pour lesquels j'essaye un peu de prendre des informations pour que le sujet soit beaucoup plus solide. Vous avez tous remarqué que les couples sont un peu difficiles à rester ensemble très longtemps. Il y a beaucoup de séparations. Et quelque part, c'est pas un hasard que ce script soit sorti, c'est pour montrer justement que les couples maintenant se mettent difficilement ensemble et restent et perdurent. Et on pourrait se dire que Lois Lane a sorti cette phrase en se disant que parce que t'es un surhomme, t'as des pouvoirs, rester avec toi c'est un peu plus compliqué, un peu comme la série Invincible où t'as Amber qui ne peut pas rester avec Mark parce qu'il a des pouvoirs, il peut pas être tout le temps présent pour elle, il doit sauver des personnes contre des méchantes personnes. Et ça fait que la relation de couple est un peu plus compliquée. Mais là, on parle en fait d'un mec d'un super, l'un des supers les plus puissants de cet univers, qui n'est pas capable de garder son sang-froid et qui n'est pas capable de se justifier sur ses actes. Et en fait, elle le trouve un peu nul, tu vois. C'est un peu Superman bêta, quoi. Voilà. On est loin, et vous allez voir que je vais le citer beaucoup de fois, mais on est très loin de la badassitude et de la prestance de Cavill dans Batman vs Superman, ou même dans Man of Steel, où tu voyais que son intervention dans le désert avait créé une polémique vraiment très très délicate. Et là, lui, il a gardé son sang-froid, il est resté très stoïque. Et là, t'as un Superman qui essaye de se justifier. C'est vraiment le même du gamin qui s'énerve dans tous les sens versus Giga Chad qui est vraiment stoïque et qui garde son sang-froid. Donc bref, Superman il a les boules, il se dit super, ma copine elle m'aime pas, enfin elle trouve que le couple marchera jamais parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Bon, très bien. En attendant, à ce même moment, on a Lex Luthor qui avait réussi au travers d'un de ses sbires, qui s'appelle Angela, qui a la capacité de modifier son corps pour le rendre... c'est des espèces de nanites un peu, c'est des micro-robots qui sont sur elle. Et il décide de se rendre à la forteresse de solitude, parce qu'il a réussi à la trouver au travers de sa sbire Angela. Et il est accompagné du marteau, le premier ennemi de Superman, qui est en fait Ultraman. Alors, petite parenthèse, encore une fois, petit fun fact pour les personnes qui ne connaissent pas l'univers de l'univers d'ici, Ultraman, à la base, c'est le nom utilisé pour désigner l'anti-Superman. Alors l'anti-Superman, c'est comme ça que je l'appelle, mais c'est pas vraiment son nom. Ultraman, c'est un peu le Superman maléfique qu'on trouve sur une Terre parallèle, Terre 3, qui est en fait un Superman qui a été recueilli par une famille. D'ailleurs, il a littéralement massacré sa famille. Et petit fun fact, c'est un Superman qui a été envoyé sur une Terre par une famille kryptonienne. Je me souviens plus s'il s'appelle Kal-El aussi, je pense, la famille L, et sa famille, juste avant de partir, vous vous souvenez que chez Superman, ils lui ont donné des paroles douces de bienveillance, alors que là, dans l'univers de Ultraman, je parle encore de Terre 3 pour que vous suiviez bien, eh bien tous ses parents lui ont lancé des messages de haine en mode regarde-moi cette merde, il sera complètement faible, tout ça, si tu vois des êtres inférieurs, tue-les, massacre-les, voilà. C'était un peu de l'endoctrinement quand il était jeune, avant que la planète Krypton disparaisse. Donc on revient sur l'univers de James Gunn, le marteau c'était en fait Ultraman, voilà, on ne voit pas son visage. Il est complètement masqué, on ne sait pas qui c'est, mais on découvrira après plus tard qui c'est. Je vais pas vous spoiler de suite, on y reviendra plus tard. Donc il se rend à la forteresse de solitude avec Angela et cet Ultraman, qui a quasiment les mêmes pouvoirs que Superman, et qui arrive à lui exploser la gueule sans problème. Bon, donc ils arrivent dans la forteresse, ils démontent tous les drones Superman, les super drones,
Et Angela arrive à rentrer dans les codes de la forteresse où, depuis longtemps, les super drones ont essayé de décrypter un message que les parents de Kal-El, donc Kal-El Clark Kent, si vous me suivez toujours, Kal-El c'est le nom kryptonien de Clark Kent, et Clark Kent c'est Superman. Jusque là vous me suivez, bien. Donc, ses parents ont laissé un message crypté, tu vois une espèce d'hologramme. D'ailleurs, petit fun fact, c'est Bradley Cooper, celui qui interprète la voix de Rocket Raccoon dans Les Gardiens de la Galaxie. Quand on l'a vu apparaître avec Dorian, mon pote ailleurs de costume, on s'est dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est vraiment pas le même délire que Russell Crowe dans Batman dans Man of Steel. C'est vraiment pas... c'est pas le même Jor-El, hein. Voilà, parce que le père de Kal-El, c'est Jor-El, voilà, J-O-R, trait d'union, E-L, de la famille L. Et donc, il laisse un message crypté, mais les super drones n'arrivent pas à décrypter ce message. Par contre, Angela, avec ses nano-robots, arrive à décrypter le message, et on découvre qu'en fait, les parents ont laissé un message vraiment... pas du tout en lien avec la nature de Superman. Je vais pas vous le dire de suite, je vais vous le dire juste tout à l'heure. Donc, à un moment donné, d'autres sbires de Luthor laissent une petite créature un peu toute mignonne au début, mais qui au final prend la taille d'un immeuble géant, une espèce de kaiju qui va détruire la ville. Et donc là, Superman revient, parce qu'il est occupé à s'occuper du kaiju, alors que Luthor est dans la forteresse. Donc, il arrive plus ou moins à le maîtriser, et c'est là qu'on a l'introduction de la Justice Gang, qui est en fait une espèce de Justice League composée de Green Lantern, Guy Gardner, Mr. Terrific et Hawkgirl. Alors, personnellement, j'ai trouvé que Guy Gardner et Mr. Terrific étaient les deux personnages les mieux représentés de l'univers. Hawkgirl, on va en parler de suite parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce personnage, si ce n'est le fait que, et j'en ai parlé avec mon frère, on a fait un vocal ensemble, les cris qu'elle fait, les espèces de cris d'aigle à chaque fois, à un moment donné, il y a forcément quelqu'un dans la réalisation qui aurait dû dire à James Gunn, non mais ne fais pas ça, tu le fais une fois peut-être pour déconner, d'accord, mais à chaque fois qu'elle partait en combat, on entendait cette espèce de bruit d'aigle qui n'était absolument pas nécessaire. À chaque fois, j'ai fait oh putain. Pareil, donc son personnage, alors c'est une gamine, on dirait qu'elle a 16 ans, elle est un peu en mode bas les couilles, mais moi c'est pas ça Hawkgirl, hein. J'aurais préféré même qu'elle apparaisse pas du tout en fait. Je pense que son personnage n'était absolument pas nécessaire. Je pense qu'il y avait d'autres personnages qui auraient pu être plus intéressants, comme je sais pas Black Canary, ou bien je sais pas Wonder Girl à la rigueur, qui est un personnage, une jeune fille qui est un peu comme Wonder Woman, ou je sais pas, y avait plein d'autres personnages féminins qu'on aurait pu exploiter, mais vraiment inutiles au possible. Franchement, elle n'apporte absolument aucune plus-value à son personnage, si ce n'est que elle crie fort, elle crie comme un aigle, et elle utilise un marteau avec des pics, et elle vole. Voilà. Franchement, c'était pas vraiment nul à chier. Mr. Terrific, le GOAT de la série, il a littéralement soulevé un tout petit peu cette franchise, et Guy Gardner, alors on n'aime pas Guy Gardner. Moi au début je ne l'aimais pas parce qu'il était un peu rentre-dedans, un peu macho, et il avait des blagues graveleuses, mais au final quand tu découvres son personnage au fil des comics, tu commences un peu à l'apprécier, et tu te dis... S'il y a un personnage qui doit l'interpréter, il faut qu'il le fasse bien et authentiquement. Et au final, Nathan Fillion, il l'a très bien interprété et j'ai trouvé ça stylé. En plus, la coupe au bol, c'était parfait. D'ailleurs, à un moment donné, il y a une mention sur le corps des Green Lantern. Je m'attendais à un clin d'œil sur, je sais pas, Hal Jordan ou John Stewart, ou bien même sur la planète Oa, mais pas plus que ça, sachant qu'il y a la série qui va sortir normalement l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'était pas terrible. Donc les quatre, Superman, Green Lantern, Mr. Terrific et Hawkgirl, arrivent à maîtriser le kaiju. Et voilà, sauf que à ce moment-là, eh bien, Luthor avait réussi à décrypter le message des parents de Superman. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait,
Et là, je ne comprends pas ce que le réalisateur a voulu faire. C'est que le message crypté, c'est que Superman, ou du moins Kal-El, avait pour objectif de dominer le monde et d'avoir un harem de femmes pour repeupler la Terre. Et je vous jure, hein, c'est le mot harem qui revient au moins 5 fois dans le sujet. Même Guy Gardner, il s'énerve, il se dit mais non, c'est pas possible, tu veux vraiment faire un harem, t'as vraiment un harem. Et Superman, il dit non, c'est pas vrai, j'ai pas de harem. Et à un moment donné, tous les New-Yorkais étaient contents quand le kaiju a été maîtrisé, et de suite après, tout le monde a fait la gueule, tout le monde lui balance des canettes à la figure pour lui dire « Ah, t'es qu'une merde, tu veux nous dominer, espèce de salopard !» Bref, on continue. Donc Superman fait la gueule, il retourne voir Lois Lane, il lui dit « Bon, au final, je vais peut-être me rendre, voilà, c'est le mieux à faire, bon, d'accord. » Moi, je me serais dit, tu vas t'exiler ailleurs, ou au pire, dans le pire du pire, puisque t'as rien à perdre, tu révèles ta vraie identité, voilà qui tu es. Mais bon, ça aurait cassé un peu l'univers. Mais j'ai envie de dire, vu la substance de ce film, on pouvait s'attendre à tout. Mais voilà, donc il se rend aux autorités, et il se fait maîtriser comme un délinquant de banlieue, face contre terre, alors qu'on se souvient de Batman vs Superman, quand Man of Steel a été convoqué par la juge au Capitole, et qu'il se rend, quand il marche, rappelle-toi la badassitude, la prestance, il marchait le regard droit, stoïque, vraiment les poings serrés, vraiment une marche ferme. Là, il se fait éclater la gueule par Ultraman, genre face contre terre, et hop, on l'enchaîne et on le met dans un tunnel boom. Alors, des tunnels que Lex Luthor a créés dans ses bases secrètes pour voyager d'un univers à un autre. Et on nous explique que ces tunnels ont été créés à partir d'une configuration qui permettrait normalement de créer des trous noirs. Donc c'était quelque chose de vraiment fait au poil de cul. Donc très bien, donc Superman est emprisonné dans une espèce d'Arkham géante dans l'espace. On voit que Lex Luthor a programmé des singes, on va dire intelligents, pour déverser la haine, créer des fake news sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, Clark Kent, Superman, qui c'est même pas se plaindre, limite il chouine devant Lois Lane en disant « Oui, moi j'aime pas qu'on m'appelle comme ça, moi j'en ai pas les réseaux sociaux !» Et à un moment donné, je me suis dit « mais on s'en fout, normalement Superman, il est pas là pour se justifier de ce qu'on lui dit sur les réseaux sociaux. On s'en tape, voilà, si tu commences à réagir comme ça, alors que t'es l'homme le plus puissant du monde, t'es un dieu, et tu commences à perdre pied parce qu'on t'a lancé un hashtag à la con, mais où est ton respect en fait? C'est pour ça que moi je le respecte pas, c'est parce qu'il se respecte même pas lui-même. Donc très bien, donc Superman est emprisonné dans une espèce d'Arkham géante dans l'espace, avec plein de gens, dont son ex, l'ex de Lex Luthor, qui apparemment est une meuf qui l'a trompé, ou un truc comme ça, enfin je sais pas. D'ailleurs, il y a un personnage qui revient souvent, je ne comprends pas qui c'est la petite amie, une autre petite amie de Lex Luthor, pareil, une espèce de blonde instagrammeuse qui se prend des selfies tout le temps, et j'ai essayé de me dire, mais où est l'intérêt d'avoir un personnage comme ça? Quelle est la substance? Pourquoi on nous file un personnage comme ça? Ça ne sert à rien, ça n'apporte aucune plus-value. Bon, en fait, elle nous en apporte un tout petit peu, mais qui ne sert à pas grand-chose, et ça, je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, on a Superman qui est enfermé avec un personnage dont l'introduction j'ai trouvé très intéressante, qu'on voit très rarement dans l'univers d'ici, à part peut-être dans les comics, mais c'est le personnage de Métamorpho, dont ils l'ont affublé du nom de Element Man, que j'ai pas trouvé vraiment terrible. Normalement c'est Métamorpho, qui a la capacité en fait de créer des substances, des éléments qui peuvent quasiment sortir de la classification chimique. Voilà, et donc qui a la capacité du coup de créer de la kryptonite et qui est là pour affaiblir Superman. Et qui n'a malheureusement pas vraiment le choix parce que le fils de Métamorpho est emprisonné lui aussi, donc s'il libère Superman, eh bien son enfant meurt. Donc il y a un doute qui s'habite chez le personnage, il se dit j'ai pas le choix, c'est pour mon fils, tout ça.
Et à un moment, t'as Superman, t'as Lex Luthor qui revient avec l'Indien du début dont je vous ai parlé, qui l'a aidé à le sortir du cratère, Malij ou Majid ou Malil, je me souviens plus. Et Lex Luthor menace Superman de je sais pas, à un moment donné, il lui met un ultimatum. Le Lex Luthor prend un Colt 45, il fait une espèce de roulette russe et il menace de tuer l'Indien. Et la première fois, il le rate, Superman le supplie, et la deuxième fois, paf, il le tue, très bien, l'Indien est mort. Bon, petit moment d'émotion. Bon, moi ça m'a laissé vraiment de marbre, c'était vraiment pas nécessaire. Lex Luthor l'abandonne, ils sont toujours dans la prison. Et à un moment donné, t'as Métamorpho qui se pose des questions, il se dit il était là, il était devant moi, j'ai rien pu faire, il est mort. Et il demande à Superman, mais c'est vrai que tu peux libérer mon fils? Mais oui, connard, c'est Superman. À ton avis, qu'est-ce que il est capable de défoncer des murs. Bon, bref, le Métamorpho commence à prendre conscience, et il se dit, très bien, je vais enlever la création de la kryptonite que j'ai faite moi-même, et il demande à Superman comment je peux t'aider pour régénérer. Et il dit qu'il a besoin d'un soleil. Donc très bien, Métamorpho crée une espèce de soleil artificiel, ça lui donne un peu plus de pouvoir, et il libère l'enfant de Métamorpho, et il libère également son chien, parce que son chien a été emprisonné par Lex Luthor quand il s'était rendu à la forteresse de solitude. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai oublié de vous dire, où Superman découvre que c'est Lex Luthor qui a volé son chien, et à un moment donné, t'as une espèce de John Wick moment, où il dit « Où est mon chien? Où est mon chien ?» Lex Luthor, il est en mode, mais je m'en bats les couilles de ton chien en fait, j'en ai rien à foutre de ton existence. Et c'est à ce moment-là, après, qu'il se fait emprisonner. Bref, ça c'est un élément que j'avais oublié de vous préciser, mais qui, encore une fois, n'apporte aucune substance à l'univers. Donc ils arrivent à se libérer, il y a un combat qui se fait, et en amont, on a Mr. Terrific et Lois Lane qui arrivent à la base secrète où Superman a été emmené. Et là, il y a un combat qui se passe avec Mr. Terrific et ses T-sphères qui était assez cool, bien chorégraphié. J'ai trouvé la scène vraiment incroyable. C'est pour ça que je vous ai dit que Mr. Terrific est un GOAT, Greatest of All Time, qui a littéralement soulevé le film pour la petitesse de son scénario qui a été écrit littéralement sur un ticket de métro. Ça a été vraiment l'un des moments les plus incroyables. D'ailleurs, j'ai une petite dédicace, j'ai une pote à moi qui était au cinéma avec moi. Elle s'était retournée et elle a dit vas-y, tu vas faire son cosplay. Et j'ai fait c'est possible, à voir. Donc du coup, peut-être que je ferai son cosplay, peut-être pas, j'en sais rien, mais pour l'instant, on va voir comment son personnage sera développé. Mais en tout cas, je trouve que ça a été une très très bonne introduction. Donc, ils arrivent à retrouver Superman, Métamorpho, l'enfant de Métamorpho, ils arrivent à les ramener tous les deux sur la base secrète, mais le portail avait été endommagé. Et ça va être important pour la suite de l'histoire. N'oubliez pas cette information. Donc, Superman retourne chez ses parents, chez les Kent, et il a besoin de se reposer parce qu'il a subi un combat et il n'est toujours pas rétabli de l'effet de la kryptonite que Métamorpho lui a imposé. Donc à ce moment-là, on a un petit moment où on découvre un peu les parents de Kent. Je tiens juste à vous informer que j'ai trouvé que les parents de Kent étaient sûrement les personnages qui ont le mieux joué de tout l'univers, mais on est très loin de Kevin Costner en Jonathan, ainsi que Martha qui ont joué dans Man of Steel et Batman vs Superman. On est loin de leur prestation, on est loin de leur puissance d'affection familiale, mais il y a un petit échange qui se passe entre le père de Superman, enfin de Jonathan Kent, leurs parents adoptifs, qui était assez sympathique, qui aurait pu être un peu mieux développé, mais bon, qui est resté vraiment pas terrible. Donc, le film continue, on a du coup le pays de la Bolarvie qui rentre en conflit avec les Janapurniens, et Superman décide d'intervenir. Sauf que Mr. T pardon. Putain, je suis fatigué. Mr. Terrific, le prévient pour lui dire non, ça c'est pas important. Il faut que tu reviennes à la base où s'est passé le transfert avec le tunnel boom, parce que Lex Luthor a voulu se venger de l'évasion de Superman en ouvrant le portail en très grand.
ce qui aurait pu créer justement une espèce de trou noir artificiel qui aurait pu aspirer la Terre entière. Donc il dit, le conflit géopolitique, on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est que tu refermes le portail. Et donc forcément, Superman tombe dans le piège, et c'est là qu'il y a un combat qui se prépare entre les sbires de Luthor, donc Angela, la fille avec les microbiotes, les micro-robots, et le Ultraman. Donc il arrive à battre Angela, je vous passe le combat, et on a un combat qui se passe entre Ultraman et Superman. Et on découvre qu'en fait, Ultraman, sans surprise, parce que Lex Luthor nous a dit qu'il avait quasiment les mêmes pouvoirs que Superman, eh bien, qui est derrière le masque de Ultraman? Eh ben, en fait, c'est Clark Kent. Enfin, c'est Superman, avec des cheveux longs, comme la version de la tenue noire, la Black Suit, qu'on reconnaît lorsque Superman est ressuscité après son combat contre Doomsday. Donc voilà, Ultraman, c'est juste Superman noir, Superman maléfique, qui a été cloné. Franchement, c'était presque prévisible, et c'est vraiment nul. Et donc là, il y a un combat qui se passe entre les deux, et on va parler des scènes de combat encore une fois. C'est la caméra à 360 qui va super vite. J'avais l'impression de revoir le film Hypertension avec Jason Statham. C'était exactement pareil. Voilà, des combats qui sont vraiment mal chorégraphiés. Il n'y avait pas... Voilà, tu vois Superman qui se fait casser la gueule plusieurs fois. Si au moins il y avait un peu de résistance, mais là il n'y a pas de résistance. C'est nul. Il finit en piteux état. Et à un moment donné... Lex Luthor, il essaye de lui envoyer des coups, les derniers coups, et Superman se réveille en se disant mais en fait je dois utiliser mon cerveau plutôt que les muscles, et il appelle son chien Crypto pour qu'il démonte toutes les caméras de surveillance qui surveillent à chaque fois les scènes de combat, parce qu'il faut que vous sachiez que le Ultraman pouvait démonter Superman seulement en ayant une espèce de combinaison comme des jeux d'échecs qu'il communiquait à Ultraman pour le battre. C'est un peu comme s'il avait analysé toutes les scènes de combat de Superman et qu'il pouvait les prévoir à l'avance. Du coup, Superman, qu'est-ce qu'il se dit? Bah ok, on va détruire juste les caméras, comme ça je pourrais le battre. Ouais, d'accord, ok, ça a pas l'air très... Enfin, même un enfant aurait compris ça, je veux dire, c'est un peu nul en fait comme déduction. Donc t'as Crypto, le chien débile, qui va éclater toutes les caméras. Bon, très bien, donc il arrive à démonter le Ultraman, qui finit dans un trou noir qui avait commencé à se développer à cause de la faille. Et Mister Terrific arrive à fermer le portail en retrouvant la base secrète de Luthor qui était en suspension dans l'air. Et Superman démonte, enfin, il stoppe Luthor, et là il y a une espèce de speech avec Superman, il dit non, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de mauvais, mes parents ils ont dit ça, mais c'est pas moi, et là, oh putain, le Superman qui a besoin de se justifier, et là je vais parler d'un sujet qui est extrêmement important pour moi, peut-être que ça dérangera beaucoup de personnes, mais les gens, ou on va dire plutôt les hommes actuellement qui ont besoin de se justifier, qui ont besoin de chialer, qui ont besoin de démontrer quelque chose, c'est bon quoi, c'est bon, c'est insupportable. Ça n'apportait aucune substance au personnage. T'avais l'impression que c'était un gars, un Superman insécure. Voilà ce que c'était, un Superman insécure. Et j'ai voulu poser la question aux filles qui nous ont accompagnés. Je dis, qu'est-ce que vous avez trouvé du film? Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le comportement de Superman? On dit, ben, c'est un mec, il est faiblard, quoi. Il montre pas de virilité. Il donne pas envie. Tu vois, il a pas la tête sur les épaules. C'est un faiblard. S'il y avait Bruce Wayne qui était devant lui et qui lui mettait une claque, il pleurait. Ça aurait pu vraiment se passer comme ça. Limite, j'aurais été mort de rire. Je pense que ça aurait été la scène la plus drôle si c'était possible. Donc, Lex Luthor se fait un peu démonter par Crypto. Il le balance dans tous les sens. Superman qui lui dit arrête Crypto, arrête. Et à un moment donné, j'ai fait oh putain. Oh là là.
C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut, c'est nul. Luthor qui se fait éclater la gueule par Crypto, d'accord, j'avais l'impression de revoir un peu la même scène que Hulk qui éclate la gueule de Loki. Ça encore c'était drôle, mais ça, le chien qui démonte Luthor, et à un moment donné, ben, les plans de Luthor sont exposés au grand jour parce que la petite amie de Luthor, rappelez-vous, l'instagrammeuse qui se prenait en photo, eh bien on découvre en fait dans l'histoire, dans le film, qu'en fait elle l'aime pas et celle qui l'intéresse c'est Jimmy Olsen. C'est le petit gamin rouquin journaliste qui paye pas de mine quoi. Et c'est elle qu'elle préfère, et j'ai trouvé ça un peu bizarre, je me suis dit, Luthor, c'est vraiment le multi-ultra-milliardaire calculateur machiavélique qui pourrait avoir n'importe quelle meuf. Il se prend cette espèce de bimbo, tu sais pas pourquoi, qui a aucune prestance, qui n'a aucune substance, une espèce de mannequin éclaté, et qui préfère au final Jimmy Olsen, le petit journaliste banal, tu vois. Et en fait, elle prenait des selfies de différents plans, de différentes informations que Luthor faisait, comme par exemple le fait qu'il voulait avoir son propre pays à côté de la Bolravie, ou Bolvari, je vais jamais y arriver, hein, ce pays. Donc, cette information qui vient du Daily Planet par Lois Lane est exposée au grand jour, et voilà, Luthor est défait, il est humilié, c'est la honte, la trahison du pays, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui devait arriver? Il se met à chialer. Oh là, j'ai regardé mon pote Dorian, je l'ai regardé, mais vraiment avec insistance, pour lui dire, bon sang, Lex Luthor, l'homme le plus puissant, le plus intelligent de l'univers DC Comics, qui pleure. C'est là que je me suis dit qu'au final, Jesse Eisenberg a été traité avec un peu trop de dureté dans Batman vs Superman. Ce qui était vraiment dommage, parce que je préfère la performance de Jesse Eisenberg en Luthor que celle de Nicolas Hoult. Alors, Nicolas Hoult interprète un bon Luthor jusqu'à cette partie-là. Jusqu'à cette partie où il commence à chialer. Moi je me suis dit que il allait juste péter un câble, mais non, il a fallu la petite larme de fragile. Oh putain. Franchement, ce film était une blague, une vaste blague. C'était une perte de temps. Et donc le film, comment est-ce qu'il se finit? Superman rejoint Lois Lane, la Justice Gang arrive à défaire l'armée bolvarvienne, peu importe, et voilà, ils sont accueillis en héros, très bien, le monde est sauvé, super, et c'est la fin du film. Voilà. Et on nous dit qu'il y a 2 scènes post-génériques. Alors, je me suis dit, on va voir la première, éventuellement, on se force à rester. C'était après la fin des tout premiers crédits, voilà, crédit de fin. Qu'est-ce qu'on voit, la première scène post-générique? On voit juste Superman avec Crypto, filmé de dos, sur la Lune, en train d'observer la Terre. Pendant 4 secondes. Et ils nous remettent le générique après. J'ai fait non, c'est même pas la peine d'attendre pour le deuxième scène post-générique. Parce que j'ai posé la question à mes potes, ceux qui sont restés au cinéma, je leur ai dit, bon, vous nous direz qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il n'y a rien. Il y a juste une espèce de blague entre Mister Terrific et Superman. Encore une fois, apparemment, il a joué le fragile, mais voilà. Donc voilà, nous arrivons enfin à la fin de la chronologie de ce film. Donc, je vous ai donné vraiment les points les plus importants qu'on a pu relever, j'allais pas vous donner tous les détails, mais voilà ce qu'on peut retenir de ce film. Alors, maintenant mon avis personnel, je pense que j'ai pu vous en donner au travers de toutes les explications de chaque scène que j'ai pu noter, mais comme vous l'aurez bien compris, c'est un très mauvais Superman. C'est un très mauvais jeu d'acteur, un scénario écrit sur un ticket de métro, des scènes de combat qui sont vite oubliées, qui ne sont vraiment pas intéressantes à exploiter, une musique qui aurait pu être un peu plus travaillée, un peu plus exploitée, avec une petite touche intéressante, sauf que là, on a juste le thème de John Williams remixé. Alors, ok, c'est peut-être
bien remixé, hein. N'importe quel youtubeur de musique qui fait des remixes épiques qu'on peut trouver sur YouTube aurait très bien pu faire l'affaire, mais il n'y a rien de spécial. On est loin à des années-lumière d'un Hans Zimmer, genre They Will Find You, ou Oil Rig, ou d'autres thèmes de Man of Steel, j'ai pas les noms comme ça, mais non, on est loin d'une musique épique. Donc voilà, je vous dis, c'est un film fast-food, c'est vite mangé, vite oublié. Et mon pote Dorian m'a dit, ouais, mais je comprends pas, il y a plein de youtubeurs français en plus qui ont vendu le film de manière épique. Et là, je l'ai arrêté de suite. Je lui ai dit, tu sais, mec, la plupart des youtubeurs qui te font des promotions pour des daubes comme celle-ci, c'est qu'ils se font payer par des productions. C'est tout, ils veulent juste avoir un petit billet, mais c'est des gens qui sont pas honnêtes. Si t'as vraiment un regard extérieur, si t'es vraiment un bon cinéaste et si t'es vraiment un véritable fan de l'univers, ce film est éclaté. À la rigueur, pour le jeu d'acteur, c'est discutable. Ça, c'est très personnel parce que j'aime profiter d'un film où il y a quand même un bon jeu d'acteur et pas juste des visages pour faire la promotion d'un film. Mais au moins des bonnes références. Mais on peut tous s'accorder à dire que les combats étaient vraiment pas terribles, le scénario était moyen, les backgrounds, les stories, les histoires en lien avec les personnages étaient mal exploitées, il y avait énormément de potentiel. Le quiproquo avec Ultraman, si on n'a pas la référence, bah, ça peut nous laisser un peu... on peut se dire, bah, c'est pas grave, peu importe, j'ai passé un bon moment devant le film, mais quand tu es attaché à l'univers, tu peux pas te permettre de faire un quiproquo comme celui-là, ce n'est pas possible. Le côté familial avec le chien insupportable, bon, d'accord. Et oui, il y a une scène à la fin du film où Superman revient dans sa forteresse de solitude, et là tu as l'introduction du personnage de Supergirl, Kara Zor-El, interprétée par l'actrice qui joue la reine... je me souviens plus comment elle s'appelle, quand on voit dans les premiers épisodes de House of Dragon, Rhaenyra, voilà. L'actrice qui joue, enfin celle qu'elle interprète quand elle est très jeune, voilà, la petite gamine, la blonde, voilà. T'as l'impression qu'elle revient, elle est complètement torchée, bourrée, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et c'est là que je me dis, et j'en ai parlé avec mon pote Thomas, qui est très fan de films, il a un compte Instagram qui s'appelle Cinébref, qui est très intéressant, qui permet un peu de se donner une idée sur les films avant d'aller les voir. Et il m'a dit, et je rejoins exactement son diagnostic sur le prochain film avec Supergirl et Lobo, ce film va être un bide. Je le vois d'ici, ça va être des blagues mascues avec Lobo, parce que Lobo, si vous ne le connaissez pas, c'est un mercenaire de l'espace, sans foi ni loi, qui a vraiment des blagues graveleuses. Si vous pensez que Guy Garner a des blagues graveleuses, c'est que vous êtes clairement pas prêt pour Lobo, hein. En plus, interprété par Jason Momoa, l'ancien Aquaman du DCEU. Je sais pas comment ça va se passer, mais je sens que ce film va être full propagande, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup pour la suite du DCEU. Comme je vous ai dit, pour les personnages, Mr. Terrific et Guy Gardner ont été plutôt bien interprétés, j'ai trouvé ça vraiment cool, ils ont vraiment fait le taf. Hawk Girl, inutile, on pouvait la virer, ça servait à rien, les cris d'aigle insupportables, vraiment pas terrible, et encore une fois, il y avait vraiment des moments où je me suis littéralement, j'ai réfléchi à partir de la salle, mais je me suis dit, bon, on va quand même rester, il va peut-être se passer quelque chose. Mais pareil, entre ça, le message crypté des parents qui disent qu'en fait, il faut qu'il fasse un harem, qu'il doit dominer toute vie sur Terre. En fait, c'est un Viltrumite, en fait, le gars. Ils ont voulu faire un clin d'œil avec Invincible, c'est pas possible. Non, vraiment, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Quelques scènes aussi qui auraient pu un peu sauver le film, et j'ai essayé de faire le comparatif avec le film Man of Steel ou Batman vs Superman. C'est que on aime à
à transposer le personnage de Superman à un personnage un peu comme Jésus-Christ, c'est-à-dire l'homme qui va nous sauver d'une catastrophe, ou bien d'un personnage biblique. Et à un moment donné, il y a deux scènes qui me reviennent un peu, où on voit Superman qui sauve une femme en voiture d'un immeuble qui ne manque pas de l'écraser, et il sort des décombres avec une fumée, la fumée de la déflagration. On le voit avec un espèce de fond de soleil, voilà, ça donne une image un peu héroïque, et on en voit une autre où on le voit avec une espèce de flair, de lumière qui éclaire la caméra et qui lui donne un effet ombragé. On le voit, voilà, tout fier, tout content d'avoir sauvé le monde. Mais en fait, c'est vraiment les deux seules scènes que j'ai pu retenir, mais de tout le film, c'était long, c'était vraiment pas intéressant. Alors, encore une fois, c'est mon avis personnel, et vous pouvez ne pas être d'accord. D'ailleurs, j'espère que beaucoup d'entre vous partageront cette vidéo et laisseront une critique assez constructive, hein, pas me dire non, ton avis c'est nul, au revoir. Non, au moins me dire s'il y avait des points qui auraient pu être un peu plus éclaircis et pour lesquels je me serais pas arrêté. Parce que même un film que j'aime beaucoup, je n'aime pas dire qu'il était très bien. Il y a toujours des points qui sont à améliorer, parce qu'un film parfait, c'est extrêmement rare. Hein. Faut qu'il soit étudié pendant des années et qu'il en vaille la peine. Là vraiment, ce film, c'est un film fast-food. C'est vite mangé, vite oublié. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le film Superman de James Gunn. Un James Gunn, quoi, fallait pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, et on en a parlé à la fin avec Dorian, c'est que c'est pas terrible, donc à un moment donné, voilà, c'était pas une surprise, c'est vraiment de la déception. Si je devais mettre une notation à ce film, je mettrais 2,3 sur 5, et j'insiste sur le 3 parce que j'aurais pu mettre 2,5, mais là c'est 2,3. On pourrait même tendre plus vers le 2 tout rond, 2 sur 5, 2 étoiles sur 5, parce que ce film ne retiendra rien. Tout ce qu'on retiendra, c'est un Superman faiblard qui se met à changer d'humeur juste pour se justifier, un Superman littéralement insécure qui aboie plus qu'il n'agit et qui est en éternel questionnement, alors que vous prenez Henry Cavill, un homme qui ne savait pas trop où était sa place, qui essayait un peu de se confondre avec les humains, qui a mis du temps. Lui, on nous a vendu un Superman humain qui essaye de s'intégrer à la société et qui essaye de se justifier par ses actes, mais c'est pas aussi bien développé. C'est comme a expliqué mon pote Thomas, je pense que ce film aurait fait un très bon comic book, une très bonne histoire en livre, mais pas en film. Vraiment pas en film. Et c'était vraiment médiocre. Premier film d'ici de cette réforme, je me dis que bon sang, on allait nous offrir un univers, une réforme totale de l'univers d'ici, et on nous pond ça, le premier film. Les gens qui vont vous dire que c'était un film incroyable, avec un suspense de ouf, c'est des menteurs. C'est des menteurs et des hypocrites. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. C'est vraiment des gens qui n'ont absolument aucun respect pour l'univers d'ici. Dire que ce film est l'un des meilleurs films d'ici, non. C'est clairement pas... Je ne partage pas cette vision. Et encore une fois, comme je vous ai dit, si des gens vous font la promotion d'un film ou d'un produit qui est une arnaque, un scam, posez-vous des questions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce podcast vous a plu. Il était un peu long, le plus long probablement de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, mais il fallait que j'étaye chaque élément de ce film. Je pense que je ferai peut-être une interview avec plusieurs de mes amis pour débattre justement de l'avenir de DC en termes de films et comment l'évolution pourra à l'avenir se comporter en fonction de l'attente des spectateurs et des vrais fans de l'univers de DC. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt, c'était Jazz.